Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de parler du Forex Trading. On va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'est Forex Trading et comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'est le Forex? Forex vient de Forex, un acronyme de Foreign Exchange, également connu sous le nom des marchés d'échange. Il s'agit de plus gros marchés financiers au monde, avec un volume quotidien des opérations d'environ 5 000 milliards de dollars par jour. Le Forex est un marché dit de gré à gré, ce qui signifie que les ordres ne transitent pas par la bourse, mais qu'ils sont passés par le participant eux-mêmes. Les transactions se font de façon entièrement digitale et décentralisée, sans être contrôlées par une autorité de surveillance. Le Forex n'existe donc pas réellement. Il est juste composé d'un réseau mondial de banques qui traitent des ordres électroniques passés par leur propre salle de marché, par d'autres banques, par des courtiers et des multinationales. Quelles sont les aires d'ouverture de Forex? Comme le Forex est un marché globalisé dépourvu de bourses centrales ou d'autorités de contrôle, le marché reste ouvert tant qu'il y a des banques pour traiter des ordres de devises, c'est-à-dire 24 heures par jour, 5 jours sur 7. En prenant pour référence l'heure moyenne de Greenwich, le marché ouvre le dimanche soir à 22 heures GMT à Sydney, en Australie, où il est déjà 9 heures du matin. Une heure plus tard, le Banque de Tokyo ouvre leurs portes, suivi par celle de Hong Kong, de Moscou, de Francfort et à 9 heures GMT par celle de Londres. À 14 heures juste, les établissements bancaires des États-Unis commencent à ouvrir. New York tout d'abord, puis Chicago et Denver, et ainsi de suite jusqu'à San Francisco. Enfin, lorsque les banques américaines ferment, celles de Sydney réouvrent encore. À part les heures d'ouverture, il y a des heures de pointe. Les heures de pointe sont des heures à laquelle le marché est plus volatile, où il y a beaucoup plus de volume pour trader. Parce que malgré que le trading ou le Forex est 24 heures sur 24 heures, on ne peut pas être sur le marché 24 heures sur 24 heures. Il y a des heures de pointe que vous devez être sur le marché. Pour commencer, vous allez voir ici, pendant le 2 heures qui suivent l'ouverture de Banque de Francfort et du reste du continent européen, c'est-à-dire de 9h à 11h, les trading bas sont pleins. C'est-à-dire de 9h à 11h, ce sont des heures de plus de volatilité ou de volume que toi, étant un trader, tu dois être sur le marché et en train de chercher les opportunités de faire de l'argent. Les conséquences des nouvelles financières publiées depuis la fermeture de la veille, c'est-à-dire soit à 15h et 16h, respectivement pour Francfort et Londres, doivent être prises en compte, tout comme les fluctuations subies par le Forex pendant la dernière partie de la session de trading américaine et pendant toute la session asiatique. Et d'autres heures de pointe, c'est de 14h à 16h. En effet, à 14h GMT, le Banque de New York ouvre leurs portes. Ainsi, de 14h à 15h GMT, le principal place financière du marché des devises, c'est-à-dire Londres, Francfort, New York, toutes sont ouvertes. Toutes sont ouvertes. Qui est actif sur le marché? Il y a 4 acteurs majeurs qui jouent un rôle sur le marché des devises. Il y a le banque, il y a le multinational et il y a aussi le gouvernement qui sont dans le jeu aussi. Ils jouent un grand rôle aussi pour influencer
le Forex. Et puis, il y a les traders individuels comme moi et toi. Donc, ce sont les 4 acteurs majeurs qui jouent un rôle sur le marché des devises. Les réglementations. Comme le Forex est un marché mondial et décentralisé, les règlements varient. La plupart des pays possèdent une autorité de surveillance financière qui surveille et régule les courtiers, les banques, mais le Forex étant un marché au compta entièrement digital, les courtiers peuvent très facilement choisir de s'installer dans un pays ou un territoire peu réglementé. Quelques autorités de régulation de chaque pays. Ici, nous avons le National Futures Association pour les États-Unis. Et puis, nous avons encore le Securities and Exchange Commission, toujours pour les États-Unis. Et puis, nous avons Financial Conduct Authority pour le Royaume-Uni. Et puis, nous avons Financial Service Agency pour le Japon. Et l'autre ici, c'est pour l'Allemagne. Comment les taux de change sont-ils déterminés? On peut savoir quelle est la valeur réelle d'une monnaie dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dire quel est son pouvoir d'achat en déterminant combien d'argent il faut pour acheter certains biens spécifiques. C'est la méthode utilisée pour mesurer l'inflation. Mais sur le Forex, on ne prend en compte que la valeur d'une monnaie par rapport aux autres devises. Les monnaies s'échangent par paire. La valeur de l'euro par rapport au dollar, par exemple, est déterminée par la parité des devises euro-dollar. Quand la demande d'euros est en hausse, le taux de la paire euro augmente. Quand la demande en euros est en hausse, la paire ici augmente. Quand la demande diminue, la paire ici de l'euro et dollar baisse elle aussi. Toutes les paires de devises n'ont pas le même degré de liquidité. Les paires de devises les plus liquides sont celles qui sont le plus souvent échangées. Pour désigner le paire de devises, on utilise des codes de deux devises côte à côte, séparés par un slash, comme ici. Nous avons l'euro et puis nous avons les dollars. Voici quelques exemples de paires de devises. Nous avons euro, nous avons dollar, nous avons la livre sterling, nous avons l'USD, c'est-à-dire le dollar américain, et puis nous avons ici le dollar américain et Japanese yen, l'argent japonais. Les codes de devises sont toujours composés de 3 lettres. Ici, nous avons euro, nous avons EUR, dollar, nous avons USD, GBP, la livre sterling, nous avons GB et puis P. Les codes de devises majeures sont, nous avons ici les US dollars, qui est le dollar américain, nous avons celui-ci, c'est l'euro. Et puis c'est yen japonais. Et puis ici nous avons livre britannique ou la livre sterling. Nous avons sous franc suisse. Ici nous avons dollar canadien. Ici nous avons dollar australien. Ici nous avons dollar néo-zélandais. Le premier code d'une paire de devises correspond à la devise de base. Et le second à la devise de contrepartie ou devise de cotation. Par ici, je vais essayer d'expliquer ça ici. L'euro ici, par rapport au dollar, l'euro est la devise de base. Et puis le dollar américain est la devise de contrepartie. Quand vous vendez l'euro. Quand vous achetez l'euro. Pourquoi? Parce que l'euro est la devise de base. C'est quoi ouvrir une position? Ouvrir une position, c'est quand vous achetez ou quand vous vendez une monnaie. Vous pensez que le cours de l'euro par rapport au dollar va augmenter? Dans ce cas, ouvrez une position longue sur la paire euro-dollar.
Si vous estimez qu'il est probable que le cours de l'euro par rapport à la livre britannique va baisser, vous devez ouvrir une position courte sur la parité euro et livre sterling. Le tableau ci-dessous montre le taux de quelques paires de devises. Si vous regardez le taux de la parité euro et dollar américain, vous vous rendrez compte qu'il y a un écart entre le cours de vente et le cours d'achat. Que cet écart s'appelle spread et correspond à ce que vous donnez à votre courtier pour qu'il ouvre une position pour vous. Il est important de savoir que le spread est le seul frais qui prélève le courtier. Le PIB est la plus petite unité de mesure du cours d'une monnaie. Pour la majorité de paires de devises, il s'agit du quatrième chiffre après la virgule. Dans le cas du yen japonais, le PIB est le deuxième chiffre après la virgule parce que le yen a approximativement 100 fois moins de valeur que les autres devises majeures. Quand vous voulez ouvrir une position courte sur euro-dollar parce que vous pensez que la cour de l'euro va baisser, vous vendez la paire euro-dollar par 1,4023. Et la quatrième après la virgule, c'est le 3 ici. Et c'est ce qu'on appelle le PIB. En utilisant l'exemple ci-dessus, si vous fermez votre position tout de suite sans que le cours d'euro-dollar n'ait bougé d'un PIB, vous pourriez la vendre au prix de 1,4025 $. En d'autres termes, quand vous fermez une position courte sur la paire euro-dollar, vous achetez la paire en neutralisant ainsi la position que vous avez ouverte. Les deux pipes de chiffres iront dans la poche de votre courtier. Les courtiers forex font la différence entre le spread fixe et le spread flottant. Le spread fixe, c'est juste, on fixe ça en avance. Un courtier va vous dire non, ok, moi, le spread sur ces paires ici, par exemple euro-dollar, et puis US dollar et canadien, dollar canadien, mes spreads sont, sur ces paires ici sont fixés. C'est-à-dire qu'ils fixent ça à l'avance. Mais les courtiers qui proposent des spreads flottants promettent souvent des taux très bas. Mais il faut se méfier. Ils peuvent considérablement augmenter pendant les heures de grande volatilité. Une chose que vous devez comprendre est que les courtiers sont là pour faire de l'argent. Donc, ils peuvent changer d'un moment à l'autre. Ils peuvent vous proposer aujourd'hui un spread fixe et après, ils changent ça. Par rapport au spread, le spread flottant, c'est juste un spread qui varie selon la volatilité du marché. Stop loss. Il s'agit d'un prix prédéterminé qui se situe quelque part en dessous des seuils de rentabilité, qui, une fois atteint, entraîne la fermeture de la position afin d'éviter de pertes plus importantes. Ici, c'est juste l'exemple pratique des stop loss si nous avons US dollar et Canadian dollar. Et comme vous voyez ici c'est le prix normal, mais je ne peux pas entrer à partir d'ici. Par rapport à mes analyses, j'ai placé mon entrée ici. Ici, mon trade est placé pour que ça descende en bas ici. Ça doit descendre jusqu'ici. C'est ça mon target. J'entre ici. Pour moi, je vois que ça doit descendre jusque ici. Maintenant, imaginons si et que ça faisait que ça continuait alors que moi j'attendais que ça descende, ça va aller et ça va me faire stopper à partir d'ici.
Si vous lisez ici, vous allez voir ici, on a écrit stop. C'est-à-dire que ça va me stopper ici et ça me fait sortir avec une perte de quelques dollars ou quelque chose. Mais non, le pourquoi de stop loss, c'est juste pour protéger votre capital. Ça doit protéger votre capital. Qu'est-ce que si le trade ne marche pas à la façon que vous vouliez que ça marche? Prise de bénéfices au take profit. Take profit, c'est quelque chose comme un stop loss, mais à l'inverse. C'est-à-dire quoi? Vous placez votre stop et vous vous dites non. Par rapport à mes analyses, je pense que le prix ici va monter ou va descendre jusqu'à ces points ici. Et ces points-là que vous déterminez, c'est ça qui sera votre take profit. Le take profit, c'est juste quand le trade, le marché va dans votre direction, vous fixez un prix et à partir de ce prix-là, le trade va stopper automatiquement et ça vous fait sortir avec un profit. Le bid et l'ask, l'offre et la demande. Le bid est toujours le plus bas des deux et correspond au prix de vente ou d'ouverture d'une position courte sur la paire de devises. L'ask indique quant à lui le prix d'achat de cette paire de devises. La différence entre les deux est ce qu'on appelle le spread, devise de base et devise de contrepartie. On avait déjà parlé sur ça. On avait expliqué en toute ouverture, c'est-à-dire l'euro ici, c'est le devise de base et le dollar ici, c'est la devise de contrepartie. Si vous achetez un lot d'euro-dollar, vous achetez des euros ou vous ouvrez une position longue sur l'euro. La deuxième monnaie qui sert à donner la valeur de la devise de base est appelée la devise de contrepartie. Dans le cas de la paire US dollars et la devise de contrepartie et la valeur de l'euro est exprimée en dollars. Devise croisée. Il existe des paires de devises dans lesquelles le dollar américain n'est ni la devise de base ni la devise de contrepartie. Ici, je vais expliquer une chose. On parle de la devise de base ou de devise de contrepartie par rapport au dollar américain. On voit ici des devises comme Euro GBP, Euro Japanese Yen, GBP Japanese Yen. C'est-à-dire il n'y a pas de dollars ici. Les professionnels traders ne tradent pas vraiment ces paires ici parce qu'ils sont moins liquides et puis leur spread est plus élevé. Le fait d'élever est le rapport entre la valeur sous-jacente d'une transaction et la somme mise de côté pour couvrir le perte. Il permet de rendre la spéculation sur les instruments financiers plus accessibles aux traders qui n'ont qu'un petit capital parce qu'ils n'ont alors besoin que d'une petite partie du total de la somme qu'ils contrôlent. Le fait d'élever est bien entendu une arme à double tranchant parce qu'il démultiplie aussi bien le perte que le bénéfice. C'est aussi ce qui ouvre le porte du forest aux petits traders qui veulent adopter des stratégies agressives pour obtenir de plus gros profits. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner, d'activer la cloche des notifications, donnez-nous un j'aime et partagez la vidéo. Bye.